Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Bonjour Véronique. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Du coup, pour ce webinaire qui sort un peu, je pense, de l'ordinaire, puisqu'on a souvent l'habitude d'aborder des sujets assez théoriques, assez scientifiques. Mais aujourd'hui, on avait envie de vous proposer quelque chose de vraiment pratique pour changer vos consultations, changer votre pratique. Donc le sujet est assez, le titre est assez parlant. Arrêtez de convaincre vos patients, c'est usant, ça ne marche pas. On va parler de coaching motivationnel et aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Véronique Liès. Bon, peut-être tu te présenteras mieux que moi, mais Véronique est du coup diététicienne, nutritionniste. Elle a fait de nombreuses formations du coup PNL, coaching pour nous proposer et avoir cette expertise aujourd'hui dans ce qu'on va pouvoir appeler le coaching motivationnel et ce qu'on va pouvoir mettre en place dans nos consultations. Donc, avant de vous laisser profiter et de vous laisser rentrer dans le vif du sujet, simplement petite information pratico-pratique. On est beaucoup aujourd'hui, donc je vous demanderai de poser toutes vos questions dans le petit onglet Q&A. Comme ça, on pourra facilement y revenir à la fin et répondre le plus possible à toutes les questions que vous vous poserez. Vous pouvez évidemment aussi échanger durant la présentation dans l'onglet Discussion. Donc, je vous laisse profiter. Véronique, je te laisse la main. Et bon moment de partage. Merci, c'est très gentil. Bonjour à toutes et à tous. J'imagine qu'il doit y avoir des femmes, des hommes et que ce sujet intéresse finalement tout le monde. C'est vrai que c'est un petit peu différent, mais c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je voulais partager avec vous quelques outils, parce qu'évidemment, on va parler ici seulement de quelques outils que j'ai pu glaner dans les formations diverses que j'ai suivies dans le domaine. Alors, donc je vous ai dit, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Donc moi, je suis à la base diététicienne, donc je me suis formée à la diététique. Et bien sûr, quand j'ai commencé mes premières consultations, forte de mes nouvelles connaissances, eh bien, je me suis vite rendu compte que ça marchait pas comme je voulais que ça fonctionne. Et donc, j'avais des patients qui revenaient pas, j'avais des patients qui annulaient à la dernière minute ou j'avais des patients qui me disaient non, ça j'ai pas fait, ça s'est pas bien passé. Enfin bref, très très vite, je me suis rendu compte que finalement, ça marchait pas comme je voulais que ça fonctionne. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me former à la micronutrition déjà, parce que les patients, par exemple, qui grignotaient, etc., je me suis dit, il doit y avoir quelque chose là à trouver, ce qui était vrai d'ailleurs, puisqu'on peut évidemment aider nos patients à soutenir leurs neurotransmetteurs. Donc, je me suis formée à la micronutrition, mais quand même, ça suffisait pas. Et je me suis dit, mais clairement, il y a des choses qui manquent. Et surtout, je me suis rendu compte que je m'épuisais. Et vraiment, c'est quelque chose qui est fatigant et sans doute que vous voyez de quoi je veux parler quand pendant toute une journée, non, ça va pas, non, ça s'est pas bien passé, non, ça j'ai pas pu faire, non, ça n'a pas marché, ou vous avez des patients qui savent tout mieux que tout le monde, ou vous avez des patients qui sont focus sur un problème alors qu'il n'y a pas vraiment de problème. Et nous, on s'époumonne à donner des conseils et ils n'en font rien. Et c'est hyper usant, c'est hyper fatigant. Et je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose à faire. Et donc, c'est comme ça que je me suis formée finalement. D'abord, je suis formée au coaching, donc je suis coach certifiée. Mais la formation en coaching, elle m'a apporté énormément de choses, mais elle n'est pas vraiment nécessairement orientée nutrition. Et puis après, je me suis formée à la PNL, donc je suis praticienne PNL. J'ai fait un petit peu de neurosciences avec Jacques Fradin, un petit peu de thérapie ACT, de l'entretien motivationnel. Et vraiment, cet aspect-là du métier, c'est quelque chose qui manque fondamentalement, je trouve, dans nos formations de professionnels de la santé. Vous avez certainement
été déjà voir un grand spécialiste ou une grande spécialiste dans son domaine et vous avez confiance en cette personne évidemment parce qu'elle est de renom et puis vous vous rendez compte en sortant ah ben merci mais plus jamais j'irai parce que il vous écoute pas, il a l'impression d'être peut-être un peu même hautain et donc en fait ce que je veux vous dire c'est la qualité des conseils qu'on prodigue, elle ne suffit pas. Donc, on peut donner plein de conseils, mais si le patient ne les suit pas, ça ne sert à rien et nous, ça ne fait que nous frustrer. Et c'est vrai dans plein de domaines, c'est vrai dans des changements alimentaires, c'est vrai dans la prescription de compléments alimentaires. Hein, vous êtes bien évertué à bien remplir tout sur Simplicure, votre petite prescription, etc. Et puis vous voyez, ah ben, le patient, il n'a même pas acheté. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement vexant et frustrant. Et c'est à partir de cette expérience que je me suis vraiment remise en question et interrogée sur ce que je pouvais faire mieux. Et donc, en fait, nos patients, ils sont pas tous les mêmes. Nos patients, ils sont différents. Et on doit vraiment apprendre à beaucoup mieux communiquer avec eux. Et c'est ça, finalement, que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est voilà, vous donner quelques outils très humblement, hein, bien sûr, c'est quelques outils sur comment eh bien, on peut améliorer ça. Premier aspect que je trouve absolument fondamental, c'est de comprendre que nous avons plusieurs façons de fonctionner qui évidemment vont ensemble. De façon plus terre à terre, on va aussi parler de quotient. On va avoir notre quotient intellectuel qui est vraiment tout ce qu'on sait, ok? Donc on sait qu'on doit faire certaines choses, mais on connaît aussi notre métier, donc on a un certain savoir. Si je prends la métaphore du sportif, ça va être par exemple le joueur de tennis, il connaît la règle, il sait que bah, une balle, ça peut n'avoir qu'un seul rebond maximum. Donc ça, c'est vraiment toute la technique, tout le savoir au niveau du cerveau. Après, il y a l'aspect j'ai envie de le faire. Je vais passer à l'action. Et là, on va plutôt parler de quotient émotionnel. Donc ça, c'est vraiment en lien avec les émotions, avec la motivation et l'envie. Et puis après, il y a ce que je fais réellement, c'est le go, c'est passer à l'action. Ça, on peut parler aussi de quotient corporel. Donc on a vraiment ces trois quotients-là. Et aujourd'hui, la plupart des praticiens, quand ils veulent faire passer un patient à l'action, eh bien, ils choisissent la voie la plus courte, ou en tout cas, ce qu'ils pensent être la voie la plus courte, à savoir la voie du cerveau vers la voie de l'action. Concrètement, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que praticiens, on va dire faites ceci. Et on va finalement pas trop faire attention au ressenti du patient, à ce qu'il a vraiment envie de faire, à ce dont il est capable. Et ça, pour moi, c'est une erreur absolument fondamentale que je faisais et que j'ai faite pendant des années. C'est vraiment de vouloir prendre le raccourci. Et en réalité, le chemin le plus efficace, c'est le chemin qui passe par le cœur. C'est le chemin qui va passer par les émotions. Et donc, ça, ce sont des techniques de coaching qui s'apprennent. Le but est vraiment d'aller toucher dans la relation que l'on va développer avec son patient, eh bien, c'est d'aller toucher les émotions. Et c'est ça qui va faire que notre patient va se mettre en, en situation. Et donc, d'ailleurs, en latin, immovere, c'est ce que je vous ai indiqué, eh ben, c'est le fait de se mettre en mouvement. Et donc, vous voyez qu'il y a la même racine avec le mot émotion. Et il n'y a rien de plus motivant que de passer par les émotions. Si un projet ne vous touche pas, eh bien, vous n'allez pas le faire tout simplement. Et on a tendance à oublier que finalement,
notre patient, c'est exactement la même chose. Donc, c'est ça qui m'a amené à cette notion de coaching motivationnel. Alors, il y a deux mots dans coaching motivationnel. Il y a le mot coaching, on va voir, et il y a le mot évidemment motivationnel. Et donc, la motivation, est-ce qu'on peut motiver quelqu'un? Alors, si vous êtes parent d'enfants ou d'adolescents à relative difficulté scolaire, la réponse, elle va venir assez facilement. C'est que en général, non, on ne peut pas donner vraiment de la motivation à quelqu'un. La motivation, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. La motivation, elle est intrinsèque. Alors évidemment, on peut toujours menacer avec une arme, mais c'est pas top et ça marche pas très longtemps en général. Donc la motivation, vous n'allez pas pouvoir vous la donner à votre patient. Par contre, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un environnement motivationnel. Donc vous allez pouvoir construire un environnement dans lequel il va pouvoir développer sa propre motivation. Et c'est vraiment ça l'enjeu du coaching motivationnel. Et donc, l'autre mot, c'est coaching. Alors là aussi, il y a pas mal de mauvaises perceptions par rapport à ce mot, parce qu'en réalité, le coaching, c'est pas suggérer des solutions à son patient. Le vrai coaching à la base, c'est vraiment un accompagnement. Donc un accompagnement, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est on est avec notre patient, mais on le tire pas, on le pousse pas, on est vraiment avec lui pour aller vers l'objectif. Et on va voir qu'en plus, l'objectif, c'est a priori lui qui le fixe. Et souvent, on a aussi un petit peu tendance à vouloir déterminer nous-mêmes les objectifs de nos patients. Donc, ça, c'est le mot vraiment coaching. C'est montrer qu'on va accompagner notre patient. Et aussi, ce qu'il faut absolument savoir, c'est que le coaching, c'est certainement pas donner la solution. Alors évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous avez des patients qui viennent chercher une info et je ne sais pas moi, ils viennent parce qu'ils viennent d'apprendre qu'ils ont la maladie cœliaque et ils ont besoin de savoir comment ils doivent faire. Bien évidemment que vous allez leur donner l'information qu'ils viennent chercher. On est bien d'accord. On parle ici véritablement des patients qui ont des difficultés à passer à l'action. Et donc ces patients-là, typiquement, l'erreur, c'est de leur apporter la solution toute crue. Donc le principe de base, mais vraiment élémentaire, fondamental du coaching, c'est pas nous qui avons la solution. C'est pas nous qui amenons tout sur un plateau. C'est le patient qui sait mieux que vous comment il peut atteindre son objectif. C'est véritablement une relation qui doit s'établir, une relation de collaboration qui doit s'établir avec le patient. Donc, coacher, c'est vraiment ça, c'est un accompagnement, mais c'est pas donner la solution, c'est évidemment pas de la thérapie, c'est vraiment cet aspect-là, il est fondamental. Donc c'est plus un état d'esprit dont je vous parle ici que véritablement un outil, mais vous allez voir qu'il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Ici, voilà, on a une petite heure ensemble. L'idée, c'est vraiment de mettre les bases déjà en termes d'état d'esprit, et puis je vous donnerai quand même des outils intéressants. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est faire passer à l'action, faire mettre en mouvement en passant par les émotions. Et donc voilà, c'est ça qui va être important. Et puis parfois, notre patient, il croit qu'il a envie, mais en fait, il n'a pas tant envie que ça de mettre des choses en place. Et nous, on va aller l'aider à faire exprimer tout ça. Donc il a envie, mais peut-être qu'il n'est pas motivé par les bonnes choses, peut-être qu'il est coincé par des croyances.
Vous savez, il y a des personnes, un exemple, ils viennent parce qu'ils ont des douleurs chroniques, et quand on se rend compte qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'ils changent dans leur alimentation, ben ils vous disent non non mais je suis sûre que c'est pas ça le problème. Ou vous savez dans la famille, on est tous comme ça. Donc il y a des gens qui sont complètement bloqués par leurs croyances. Ben là aussi il existe des outils qui sont très utiles. Donc on a des patients très différents, des patients très motivés, parfois trop motivés, des patients qui ne le sont pas du tout. On va avoir des patients aussi qui viennent tirés par les cheveux par madame ou par monsieur, ou c'est le médecin qui envoie, et là le niveau de motivation il n'est pas toujours au top. Eh bien tout ça, ça va se gérer différemment. Alors, j'essaie de passer la dia. Hop, voilà. Alors, ce qui est une petite notion quand même importante pour démarrer, c'est justement cette notion de motivation. Et donc, c'est un modèle qui est assez ancien, mais qui est toujours fortement d'actualité. C'est que le patient, sa motivation, eh bien, elle peut être potentiellement, elle est évolutive. C'est quelque chose qui est dynamique dans le temps. Et donc, la première étape, en général, on va parler de pré-contemplation. Alors, la pré-contemplation, c'est vraiment une forme de déni. Pour le patient, il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est le patient, il est crevé, il est épuisé, et vous vous rendez compte qu'en fait, il boit une bouteille de vin tous les jours, le soir au repas, et qu'il ne dort pas bien, mais ce n'est pas ça le problème. Vous voyez, ça c'est évidemment compliqué, les patients en pré-contemplation. Deuxième étape, en général, c'est le patient qui va passer en contemplation. Et là, on va parler d'ambivalence, c'est-à-dire que il sait que quand même c'est pas top ce qu'il fait, mais d'un autre côté, waouh, c'est quand même difficile d'arrêter de manger des chips devant la télé ou de commencer à cuisiner plus souvent. Donc c'est vrai, changer de comportement, c'est quelque chose qui est très difficile. Et parfois, nous sommes dans le jugement, on va dire c'est quand même pas très compliqué, il achète un sachet de surgelé, il cale ça dans une casserole, ou c'est quand même pas très compliqué, il a qu'à cliquer sur son panier, commander ses compléments alimentaires chez Simplicure, il les reçoit chez lui, c'est quand même pas compliqué. C'est vrai, c'est pas compliqué, mais n'empêche qu'il faut le faire et que vraisemblablement, il a des freins qui font qu'il ne le fait pas. Et c'est à nous à aller les identifier. L'étape 3, c'est il est près de la décision, il est proche de passer à l'action, et donc il dit bon allez, maintenant il faut que je m'y mette. Donc ça c'est des étapes très intéressantes. Étape 4, action engagée, donc là ça y est, on démarre, et puis après on espère que le comportement soit maintenu. On va parler de consolidation. Malheureusement il peut y avoir rechute, ou ça c'est le miracle, super, où le nouveau comportement devient une véritable habitude, et donc là c'est complètement acquis. Donc ça c'est les étapes. Pourquoi je vous montre ça? Je vous montre ça parce que nous avons tendance à réagir de la même façon avec tous les patients. Et en réalité, on ne réagit pas du tout de la même façon avec un patient qui est en pré-contemplation ou avec un patient qui est déjà dans l'action engagée. Ça peut paraître logique, dit comme ça, mais on a tendance en général à oublier ça. Et donc, il faut véritablement adapter la façon, l'approche qu'on aura avec nos patients d'agir avec eux. Alors, il y a plusieurs choses qui sont aussi importantes. Ce sont les ingrédients pour changer. Qu'est-ce qui fait, vous pouvez vous poser la question comme ça, rapidement, quelles sont 3 choses, c'est fondamental, c'est terre à terre, il ne faut pas chercher midi à 14h, mais 3 choses fondamentales qui sont clés pour que vous changiez quelque chose dans votre comportement. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense, mais c'est intéressant pour vous d'y réfléchir. Mais la première chose, c'est qu'il faut que le changement soit important pour vous, ou pour vous en l'occurrence si vous vous posez la question, mais ici, en ce qui nous concerne, c'est important pour votre patient.
Si vous proposez quelque chose à votre patient et qu'il s'en fout, mais jamais de la vie, il va le mettre en marche. Donc, ça veut dire que le choix des mots aussi va être important. Donc, il faut que ce changement soit important. Ça, c'est fondamental. Deuxième élément, c'est qu'il sente ou qu'il sache qu'il est capable de faire ce changement. Il faut qu'il ait confiance en lui d'y arriver. Je vous expliquerai après pourquoi ces ingrédients finalement sont essentiels. Pourquoi c'est important de savoir ça. Et le troisième point, c'est que c'est maintenant. C'est le bon moment. Je suis prêt. Je sais que je peux le faire. Je sais que c'est important pour moi. Je sais que je suis capable et je sais que c'est le bon moment de passer à l'action. Pourquoi je vous donne ces ingrédients? Eh bien, tout simplement parce que la définition de l'objectif va être fondamentale. C'est le patient qui va déterminer son objectif. On a un peu trop tendance parfois à nous-mêmes vouloir fixer des objectifs, mais en réalité, c'est le patient qui doit les déterminer. Mais il faut faire en sorte que ce changement soit important pour le patient. Donc, il doit être important. Et souvenez-vous, on a dit, il doit toucher le cœur. Comment fait-on pour aller toucher avec un objectif le cœur ou les émotions de nos patients? Si vous avez un patient qui vient et qui veut perdre 10 kilos, en fait, perdre 10 kilos, il s'en fout complètement. Qu'est-ce qui est important pour lui? Ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Avoir moins mal, se sentir mieux dans son corps, se sentir plus attirant, plus attirant pour faire une nouvelle rencontre éventuellement, pouvoir plus facilement jouer avec ses petits-enfants, parce que là quand même avec ces kilos, vous comprenez, moi c'est fatigant, je parviens même plus à monter les escaliers. C'est ça qu'on doit aller faire exprimer chez nos patients. Un objectif, c'est pas perdre 10 kilos. Un objectif, c'est pas ça. Donc, c'est vraiment important d'aller toucher les émotions et de faire en sorte que l'objectif que le patient détermine soit quelque chose d'important pour cette personne et donc touche ses émotions. Deuxième élément dont j'ai parlé, c'est la confiance, le fait que ce soit possible. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que c'est une question qu'on peut poser et qu'on n'a pas l'habitude de poser. C'est-à-dire, sur une échelle de 0 à 10, quel est aujourd'hui votre niveau de confiance d'y arriver? Je vous livre un outil qu'il n'y a pas dans la présentation ici, mais parce que c'est un outil que j'aime beaucoup et qui est toujours très intéressant à utiliser, c'est l'outil de l'échelle. Et donc, cet outil de l'échelle, c'est vraiment, OK, quel est votre niveau de confiance de 0 à 10 d'y arriver? 0 étant, c'est sûr que je ne vais pas y arriver, jamais de la vie c'est possible pour moi. 10 étant, je suis le roi du monde, bien entendu, c'est sûr à 100% que je vais y arriver. Je donne toujours deux exemples très extrêmes pour éviter que mon patient ne me dise 0 ou ne me dise 10, parce qu'il y en a toujours qui exagèrent. Et une fois que le patient a répondu 4, par exemple, je vais dire, et qu'est-ce qui vous donne confiance? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous m'ayez dit 4 et pas 2? Mais parce que quand même, déjà, je sais que j'aime les fruits et les légumes, donc ça, c'est pas très difficile pour moi. Et le patient, il va se mettre à exprimer déjà tout ce qu'il est capable de faire. Et après, on va lui demander, et qu'est-ce qui vous manquerait? Ben ça, chez moi, ça va pas, ça, il faudrait. Et c'est lui qui va venir exprimer ce dont il a besoin. Et donc ça, c'est vraiment des techniques qui sont très, très précises. Il faut bien maîtriser les outils, mais qui permettent de faire en sorte que le patient va se mettre en route, il va se mettre en marche, parce que ça va passer par son cœur et ses émotions, parce que ça va être important pour lui, vu que c'est lui qui a exprimé ça. Donc fatalement, tout ce qui vient de lui, c'est la vérité et c'est son ressenti. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et en plus, qu'est-ce qu'on tire encore comme conclusion de ces 3 éléments clés du changement? C'est que on va valoriser notre patient. On va lui dire déjà tout ce qu'il fait de bien, et il le dit lui-même, d'ailleurs, il dit, moi je fais déjà ça, je mange déjà ça. Donc on va le pousser à se valoriser pour augmenter son niveau de confiance. Et puis, 3, le sentiment d'être prêt. On peut lui demander, par rapport à tout ce qu'on a dit durant cette consultation, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes prêt à y aller? Oui, là, je me sens
je me sens prêt, je suis au taquet. Et donc, ça, c'est vraiment des ingrédients clés pour faire en sorte que le patient ressente cette motivation et qu'il ait envie finalement de passer à l'action. Alors nous, en tant que professionnels de santé, et c'est un peu le parcours que je vous ai décrit, c'est qu'on a l'impression qu'on doit tout savoir déjà. Ça, on peut passer 2 heures à parler de ça. C'est absolument impossible de tout savoir. Si vous démarrez dans le métier, peut-être que chaque fois que vous allez avoir un nouveau patient, vous êtes stressé à mort. Qu'est-ce qu'il va me demander? Vous savez toujours plus que les patients. Les patients, ils viennent toujours pour la même chose, la plupart du temps. Donc ça n'arrive pas, ça. Des patients qui viennent et qui vous posent des questions sur des maladies rares, des choses comme ça ne va pas arriver. Donc, il n'y a pas de problème. Mais, et vous êtes nombreux à penser ça. Donc, vous faites un gros focus sur le savoir, vous vous mettez beaucoup de pression avec ça. Et en réalité, vous êtes formé, il faut toujours continuer à se former, bien évidemment. Et donc, on met tellement de focus sur le savoir qu'on oublie un petit peu les 2 autres axes, finalement, les 2 autres piliers. Quels sont ces 2 autres piliers qui sont évidemment importants pour développer l'ensemble de nos compétences, parce que c'est ça, c'est que si on ne fait que se former, mais qu'on n'a aucune compétence relationnelle avec nos patients, ben, sincèrement, ça va être compliqué de développer une patientèle, hein, ça, je vous le dis. Donc, il faut développer ces 3 piliers de nos compétences. Donc, le savoir, ce sont toutes les formations que vous avez suivies, toutes les formations que vous continuez à suivre, mais en dehors donc, du savoir pour lesquels je vous ai donné des exemples, c'est vos études, mais c'est continuer à lire des livres, à se former à la micronutrition, à la phytothérapie, enfin à tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est le savoir, et je suis sûre que vous faites ça plus qu'assez, voire sans doute trop. Le savoir-faire, parfois aussi, on le laisse un petit peu de côté, mais globalement, voilà, le savoir-faire, ça va être plus les outils qu'on va utiliser. Il y a toute une série de choses qui sont vraiment dans les mesures qu'on va prendre. Donc là, on va être un petit peu plus dans le savoir-faire. Mais alors, s'il y a vraiment un domaine dans lequel on est complètement largué, c'est le savoir-être. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est quelque chose qui est pas enseigné, que ce soit dans les études de médecine, les études de diététique, les études de tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez pu suivre par la suite, sauf évidemment si vous êtes vous-même coach, etc. Eh bien, vous avez vraisemblablement très peu de connaissances, entre guillemets, sur le savoir-être. Alors, vous allez me dire, mais le savoir-être, c'est pas de la connaissance. C'est pas complètement faux. Il y a une part de caractère, j'ai envie de dire, il y a certainement une part de naturel, mais je peux vous dire que c'est beaucoup moins que ce que vous ne pensez. Il y a énormément d'outils qui s'apprennent et qui peuvent véritablement changer complètement la donne. Et c'est la formation que je donne en coaching motivationnel. Ça fait 8 ans maintenant que je la donne. Et donc, j'ai vraiment les retours des professionnels qui m'ont suivi et qui sont assez unanimes pour dire que ça change considérablement l'approche qu'on peut avoir finalement avec nos patients. Alors, des vacances, pourquoi faire? J'avais pris cet exemple qui est ce qui vaut, c'était une métaphore à laquelle j'avais pensé, ça vaut ce que ça vaut, mais en fait, quand on part en vacances et qu'on choisit un endroit, on ne choisit pas véritablement un endroit. On choisit en fait un lieu pour ce que ce lieu va nous apporter. Ok ? Vous partez fatalement à la montagne à Méribel parce que vous vous dites ça va être calme, parce que vous vous dites il y aura de la neige, je veux faire du ski, c'est pas pour aller à Méribel. En Thaïlande, vous rêvez peut-être d'aller en Thaïlande, mais après ce qui s'y est passé, tremblement de terre et autres, c'est peut-être pas le bon moment. Or, vous rêviez d'y aller pour les plages, etc. Donc, en général, nos patients, c'est la même chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils viennent pas perdre 10 kilos,
ils viennent pas faire baisser leur cholestérol, ils viennent parce qu'ils veulent être en meilleure santé, se sentir mieux, être plus mobile, mieux dormir, être plus heureux. Et donc, c'est à nous, en tant que thérapeute, à aller vraiment appuyer là. Et donc, là, je vous ai déjà donné quelques outils comme ça au fil de l'eau, et je voulais vous en donner quelques autres. Mais avant de vous donner ces outils, puisque j'en ai quelques-uns à vous proposer, je voulais quand même rentrer un petit peu plus dans cette formation dont je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà, donc après ça, je reviens à quelques outils vraiment essentiels que je voudrais partager encore avec vous. Mais c'est vraiment forte de ce constat qu'on n'est pas formé à ça, à cette approche vraiment relationnelle, que moi, je me suis donc formée depuis quelques années, depuis plusieurs années déjà. Et donc, j'ai rassemblé dans toutes ces formations des outils spécifiques en lien notamment avec la nutrition. Et j'ai créé donc une formation qui dure 5 jours, mais pas d'affilée. C'est 5 jours à peu près à 1 à 2 semaines d'intervalle. Et qui, pour la première fois, est donnée à distance. La première fois que je vous avais parlé de ça, parce que c'est pas la première fois que je vous en parle, c'était uniquement en présentiel, et on avait reçu, mais franchement, plein de commentaires. Oh là là, c'est trop loin, pourquoi vous faites pas à distance? Eh bien, voilà, ça y est, c'est fait, c'est à distance. Et donc, vous aurez le lien après pour avoir plus d'infos déjà sur le contenu de la formation, et sachez que vous avez aussi un tarif préférentiel. Et donc, en fait, l'idée, c'était quoi? L'idée, c'était vraiment, à la fin de cette formation de 5 jours, de repartir avec une véritable boîte à outils, parce que c'est vraiment rien d'autre que ça, pour savoir avec quel patient ce que je fais. Ce sont des outils qui viennent, comme je l'ai dit, du coaching, de l'entretien motivationnel, de la thérapie ACT, de la PNL, de plein de neurosciences, etc. Et qui sont rassemblés, l'idée étant que on est, comme je l'ai dit, confronté à des patients qui savent tout mieux, qui pensent qu'il y a un remède miracle, qui veulent rien changer à ce qu'ils font. Vous comprenez, on va quand même pas lui enlever ça, et donc ils sont obligés de venir par un tel, qui sont bourrés de freins, de croyances. Et donc on va vraiment partir du plus général au plus précis, voir déjà de manière générale comment on structure une consultation, voilà, parce qu'il y a véritablement un fil conducteur à avoir pour amener justement notre patient à changer certains comportements. Et l'idée, c'est de repérer en fonction du patient, eh bien, comment on va pouvoir avoir une approche un petit peu différente de ce qu'on nous a pas appris à faire. Donc, je vous ai comme ça parlé déjà de l'échelle tout à l'heure, parce que c'est un outil très, très puissant qu'on peut utiliser pour plein de choses. Hein. Mais donc, je rappelle, l'outil de l'échelle, c'est vraiment une mécanique. Hein. C'est-à-dire que si vous loupez une étape, ça ne se passera pas du tout de la même façon. Donc, l'outil de l'échelle, je vous le rappelle, on pose une question à notre patient. Tout à l'heure, c'était par rapport à la confiance, mais ça pourrait être, par exemple, tiens, cette semaine, sur une échelle de 0 à 10, comment vous coteriez ou définiriez la qualité de votre alimentation? 0 étant, j'ai mangé que de la merde à tous les repas, matin, midi et soir, et je mangeais même la nuit. 10 étant, j'ai mon potager, ma vache dans le fond du jardin et tout est fait à la maison. Exemple extrême pour qu'on soit sûr que le patient ne réponde pas 0 ou ne réponde pas 10. Votre patient, il vous répond 5, ok. Première étape après ça, c'est lui demander, ah, vous m'avez dit 5, pourquoi vous m'avez pas dit 2? Notre objectif, c'est valoriser notre patient. Parce qu'il va dire, bah non, 2 quand même, non, parce que moi, j'ai mangé des légumes mardi et jeudi, parce que j'ai arrêté de boire les sodas, donc quand même, voilà, ah super. Et là, on va le valoriser avec lui, se valorise lui-même, et on va vraiment lui donner
la perche pour se valoriser. Et à combien aimeriez-vous être? Ben quand même, j'aimerais bien être à 8. Qu'est-ce qui vous manque pour être à 8? Et c'est votre patient qui va dire, mais en fait, je me rends compte que je mange encore trop souvent des plats préparés. C'est lui qui va définir les objectifs qu'il a envie de mettre en place et qui sont importants pour lui. C'est pas vous qui allez dire, moi, à votre place, j'arrêterai de manger des plats préparés. Hein. Parce que le patient, il se sent jugé. Et donc, s'il y a bien une qualité fondamentale dans un accompagnement, c'est l'empathie et c'est le non-jugement. Donc ça, c'est vraiment des outils comme ça que je vous livre. Et donc, encore quelques outils avant de repasser la main, mais qui me semblent être vraiment des outils importants sur lesquels je voulais revenir, c'est les questions ouvertes. Alors, il est encore là avec ces questions ouvertes. C'est tellement bateau et je peux vous dire que quand on démarre la formation et qu'on fait des exercices, parce que c'est aussi une formation qui est très, très pratique, c'est ça le but, c'est que poser des vraies questions ouvertes, c'est pas facile. Et que si vous vous enregistrez vous-même durant vos consultations, vous allez voir que au moins 95-95% de vos questions, c'est des questions fermées. Alors, on apprend aussi dans la formation qu'il y a des questions fermées qui sont très intéressantes et très puissantes, mais dans des cas bien précis. Donc, les questions ouvertes, c'est vraiment, c'est quoi d'abord une question ouverte? Une question ouverte, c'est une question à laquelle on répond pas oui, pas non, et qui appelle un relatif développement. Ok. Donc, au lieu de ça va, c'est comment ça s'est passé pour vous depuis la dernière fois. Ça, c'est une question ouverte. Ça va? Oui, ça va. Hop, tac, le discours fini, terminé. Ça n'ouvre absolument pas la discussion. Donc, c'est un outil fondamental. C'est l'outil de base et c'est un outil avec lequel vous allez déjà atteindre des objectifs incroyables. Deuxième outil, c'est l'écoute active. L'écoute active, ça a l'air aussi comme ça un peu neuneux et concon, et je peux vous dire que c'est tout sauf neuneux. C'est quoi l'écoute active? C'est le fait de vraiment écouter déjà. Donc c'est pas juste je vous entends, voilà, non, vraiment écouter. Et active, ça veut dire qu'à chaque information que l'on reçoit, on est supposé pouvoir réagir, c'est-à-dire que vous allez poser une nouvelle question sur base de l'information que votre patient vient de vous donner. Ok? Donc ça, c'est la vraie écoute active. Ça s'est pas trop bien passé. Dites-moi un peu ce qui fait que ça s'est pas. Pourquoi ça s'est pas très bien passé? C'est le fait de réagir à une information et pas juste ça s'est pas très bien passé. Avec ça, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc l'écoute active, c'est quelque chose qui se travaille et c'est comme le sport, c'est vraiment au début, on sort un petit peu de sa zone de confort, donc c'est pas toujours simple parce qu'on est un peu focus comme ça, vous savez, on apprend à conduire, alors il faut débrayer, passer la vitesse, enfin bon, maintenant toutes les voitures sont en automatique, la vieille ringarde qui parle, mais vous avez compris, l'idée, c'est que ça devienne naturel, spontané, et qu'au début ça ne l'est pas, et donc fatalement ça demande parfois de sortir un petit peu de sa zone de confort, mais c'est des choses qui se pratiquent et qui viennent assez facilement avec le temps. Ensuite, ne pas vouloir convaincre. Mais qu'est-ce que c'est fatigant quand vous essayez de convaincre et votre patient il veut pas, mais ça sert à rien de vouloir le convaincre. Et donc on apprend vraiment les techniques pour ne pas rentrer là-dedans. Dès qu'un patient commence sa phrase par oui mais, il y a une énorme alarme qui doit faire ding 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 dans votre tête, c'est mort. Si vous avez envie de partir en vacances à la montagne et que moi je commence à vous dire oui, mais tu sais, la mer, c'est chouette aussi, hein, c'est sympa, et puis il fait moins froid, et puis ça monte moins, et puis les enfants ceci, et puis on mange mieux, et puis gna gna, puis on peut avoir du poisson. Mais qu'est-ce que vous vous dites? Mais qu'en fait, vous rêvez d'aller à la montagne, hein, parce que vous n'allez pas du tout percevoir tous mes arguments. Et donc, c'est ça malheureusement qu'on fait avec nos patients, c'est qu'on essaye de les convaincre. Mais votre patient qui n'a pas envie, il n'a pas envie. Et pourtant, il existe vraiment des techniques pour l'amener à faire des choses qu'il n'avait pas spécialement envie de faire à la base. Et donc ça, c'est évidemment des outils beaucoup plus longs à développer. Mais si déjà,
vous avez compris qu'il ne faut pas convaincre. Le patient, il a la liberté de choix. Il a la liberté de décider ce qui est bon pour lui, pas bon pour lui. Il faut vraiment le laisser faire. Alors, une énorme erreur, je dis erreur, ça fait vraiment jugement, moi qui dis qu'il ne faut pas juger, c'est raté. Mais en tout cas, quelque chose que je vois beaucoup, surtout chez les praticiens qui démarrent leur activité, c'est qu'ils veulent tout donner. Mais il ne faut pas tout donner. Parce que non seulement ça ne sert à rien, parce que c'est beaucoup trop d'infos pour votre patient, mais en plus, il ne va jamais appliquer tout ça. Vous allez vous épuiser. Et puis, il ne va pas revenir. Ce n'est pas très marketing quand même de lui sortir son dossier comme ça. Moi, j'ai déjà vu des patients qui sortent avec des dossiers de 20 pages chez certains thérapeutes. Mais non. À partir du moment où vous avez déterminé un objectif clair de la séance, on se fixe à cet objectif-là. Donc, vous avez l'objectif général et puis vous avez les objectifs de séance. Et ça fait toute la différence. Donc, ne pas vouloir tout donner, mais vouloir bien donner. Donner ce dont le patient a besoin et souvent, c'est lui qui va le déterminer. Donc, voilà, on croit parfois savoir ce qui est bien pour notre patient et en réalité, on doit lui donner ce dont il a besoin, mais surtout ce qu'il demande. Et donc, ça, c'est des petites choses, des petits outils, j'ai envie de dire, que vous pouvez utiliser véritablement dans votre quotidien, dans votre pratique, et qui sont vraiment des choses de base, mais rien que ça, avec cette notion d'échelle, par exemple, avec cet outil d'échelle, eh bien, ça fait toute la différence. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis, je suis là donc pour répondre à toutes vos questions, questions en général, questions sur la formation, si vous avez des questions sur la formation. Un tout grand merci, Véronique, pour cette information. Je pense que c'était hyper clair et surtout très concret. Il y a eu des questions par-ci, par-là, effectivement, pour peut-être aller un tout petit peu plus loin dans des situations spécifiques. Donc, je propose qu'on y revienne juste après, le temps de te laisser quelques minutes pour souffler, boire un petit coup si tu veux. Et moi, je vais en profiter pour présenter du coup Simplicure qui vous proposait aujourd'hui ce webinaire. Simplicure, c'est quoi? C'est un outil qui est là vraiment dans le but de simplifier la pratique de santé intégrative, donc pour tous les praticiens, que vous soyez médecin, naturopathe, nutritionniste, diététicien. L'idée, c'est vraiment de pouvoir centraliser en fait les recommandations de compléments alimentaires en un seul et même endroit, donc pour que vous ayez votre suivi et que votre patient mette en place plus facilement les conseils. Donc, si déjà, on a le coaching motivationnel qui leur permet d'être connectés à leurs émotions, de savoir pourquoi ils ont choisi cet objectif, après, c'est vraiment l'idée de faciliter la mise en place de ces conseils. Donc, je vais peut-être prendre une minute pour vous présenter un peu concrètement ce à quoi ça ressemble. Donc, je vous partage mon écran. Voici du coup la plateforme Simplicure. Quand vous vous connectez, vous allez arriver sur cette page d'accueil qui va notamment reprendre l'académie. Donc ici, tous les replays des webinaires qu'on a fait. Il y a pas mal de replays du coup qui sont vraiment scientifiques, qui vous permettent dans cette formation continue, du coup un peu plus sur les connaissances et le savoir. Mais il y en a d'autres, comme Véronique le faisait aujourd'hui, beaucoup plus sur le savoir-être et le savoir-faire. Bref, l'idée de Simplicure, c'est de créer une recommandation. Donc, vous allez pouvoir ici accéder à tout le catalogue. Je ne l'ai pas encore dit, mais vous le voyez, on a plus de 2600 produits aujourd'hui de 150 laboratoires différents. Donc, autant dire qu'il y a vraiment pour tous les goûts et tous les besoins des patients que vous rencontreriez. Donc, l'idée, voilà, c'est de sélectionner les produits dont vous avez besoin de différentes marques et de les associer dans le même panier. Lorsque vous retournez à votre recommandation, vous pouvez vraiment spécifier la posologie à laquelle vous souhaitez que le patient prenne ses compléments alimentaires. Là aussi, pour être dans cette démarche de c'est le plus clair possible, il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas de friction, donc on met en place facilement les conseils. Ensuite, tout simplement, vous mentionnez ses coordonnées, comme ça, il reçoit un mail de notre part, ou vous pouvez aussi copier le lien qui est généré automatiquement pour l'intégrer dans un petit protocole de moins de 20 pages ou éventuellement dans un mail.
Je vous partage aussi une petite bannière comme ça. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Simplicure, vous pouvez le faire ici facilement et un de mes collègues prendra contact avec vous pour vous présenter de façon un peu plus détaillée la plateforme et que vous découvrirez à quel point ça s'intègre très très facilement dans notre pratique. Alors, je nous remets notre petite présentation. Voilà, donc tout ça, je l'ai dit, facilité pour vous, facilité pour votre patient. C'est vrai que ça, c'est une chose importante aussi. Simplicure, c'est un outil qui est gratuit. Donc voilà, ça ne coûte absolument rien de le tester, ça ne coûte absolument rien après de l'utiliser. On est vraiment là pour vous faciliter la relation avec les laboratoires, avec vos patients. Il y a de prochains webinaires aussi qui sont prévus, donc n'hésitez pas à les découvrir tous et à vous y inscrire s'ils vous intéressent. Et on peut passer à nos questions, si Véronique, ça te convient. Parfait, je suis là pour ça. Génial, super. Donc, si je te les lis, tu as parlé des différents états du patient et évidemment de l'approche qu'on va pouvoir avoir en fonction. Est-ce que tu aurais un conseil justement pour reconnaître l'état dans lequel le patient est en face de nous? Oui, c'est pas le plus difficile, hein, parce que à partir du moment où le patient est dans le déni, ben non, c'est pas un problème, ben on sait qu'il est en pré-contemplation. À partir du moment où le patient dit oui, je sais, je devrais absolument arrêter de fumer, mais bon, franchement, j'ai essayé 10 fois, j'y arrive pas. Il est déjà sorti un petit peu de la pré-contemplation, donc il est en contemplation, vu qu'il a conscience du problème, mais souvent, c'est pas qu'il a pas envie de changer, c'est parce qu'il croit que ça va être trop difficile. C'est la peur de ne pas y arriver. D'où cette notion de confiance d'y arriver qui est fondamentale pour pouvoir passer à l'action. Et après, je vais m'y mettre, je m'y mets. Et donc, ces étapes-là, elles sont relativement faciles à repérer. C'est ça. Par son discours, on va pouvoir déceler. Voilà. D'où l'importance de l'écoute aussi. Tout à fait. Tu parlais aussi de l'importance des questions ouvertes. On a bien compris que c'était pour aller chercher un maximum d'informations. Est-ce qu'il n'y a pas un risque au final avec certains patients qui seraient un peu plus bavards, que ça prenne trop de temps, que ça déborde un peu? Comment est-ce que toi, tu les canalises? Alors, ça peut choquer ce que je vais dire, mais je peux vous dire que ça marche du tonnerre. Moi, justement, je préviens mon patient que mon objectif, c'est d'être la plus efficace possible avec eux pour l'accompagner à l'atteinte de son objectif et que j'ai besoin de certaines informations, mais de pas tout. Et je leur dis, donc ça va m'arriver que je vous coupe la parole. Ne prenez pas ça pour de la grossièreté. C'est juste que je considère que les informations dont j'ai besoin dans ce contexte-là sont suffisantes. En fait, on peut dire beaucoup de choses à son patient et on n'ose pas. Et ben moi, je suis mais hyper transparente. Et donc justement, je leur dis, je vous coupe la parole, je vous propose éventuellement, si on a le temps, d'y revenir plus tard. Mais par rapport à ça, et je vais continuer comme ça. Et ça se passe très très bien. C'est ça, oui. Tu préviens en amont et puis tu le fais en toute bienveillance. Et, c'est fondamental, la bienveillance. Oui. Mais c'est sûr que quand on est, en fait, la relation avec son patient, pour moi, elle contribue au moins à la moitié de son succès. Quand il y a une relation de confiance, qui sent qu'il n'est pas jugé, etc., c'est déjà quasi gagné. Super, oui, tout à fait. Si par contre, ici, tu es face à un patient qui est très terre, qui ne Oui. s'écoute pas, est-ce que là aussi, tu aurais un conseil? Qui ne s'écoute pas, mais dans quel sens qui ne s'écoute pas ou qui n'écoute pas? C'est pas pareil. Oui, ici, c'est vraiment qui ne s'écoute pas. Elle précise type avocat. Donc, je sais pas si tous les avocats ne sont pas terre à terre. Ça sent le bon cliché, ça. Alors, c'est très difficile, sincèrement, de répondre à ça comme ça parce que je connais pas la personne, je connais pas le contexte. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il faut aller dans son sens. C'est-à-dire qu'on va jamais invalider ce qu'un patient nous dit. On peut nuancer. Donc, on peut dire, donc, vous avez l'impression que pour vous, ça n'a pas fait un, si j'entends bien. Alors, comment pourrions-nous, on va valider ce qu'il a dit, mais derrière, c'est vraiment une technique, on va reposer une question ouverte pour essayer de lui faire explorer une autre piste éventuellement.
Mais on va jamais le confronter, évidemment, au fait que lui, il sait tout, que c'est pas vrai, que vous cassez automatiquement la relation en faisant des choses comme ça. Donc j'entends bien que pour vous, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Comment pourrions-nous faire autrement? Donc OK. vraiment l'obliger à lui-même explorer d'autres pistes. OK, super, merci. Il y a une question, je pense, qui est très intéressante parce que j'imagine que quand on se lance, c'est une question que beaucoup se posent, de savoir, est-ce que tu proposes un accompagnement sur plusieurs séances? On sait que souvent une, c'est pas suffisant. Est-ce que c'est des séances de suivi? Est-ce que c'est des forfaits? Alors moi, je fais pas de forfait, mais après moi, j'ai pas la solution miracle, j'ai pas la vérité, j'ai pas. Chacun fait comme il veut. Faire des forfaits, pourquoi pas? Ça peut finalement amener à une forme d'engagement, mais d'un autre côté, moi je me dis, si le patient, il est vraiment bien, il est bien accompagné dans le sens où lui sent que ça lui apporte quelque chose, euh, je suis pas sûre qu'il ait besoin d'un forfait. S'il a besoin d'un forfait pour être motivé, on passe un peu à côté de l'objectif recherché. Et je pense que ça peut faire fuir quand même certains patients de devoir s'investir et investir comme ça pour un nombre X de séances. Donc moi, c'est pas quelque chose que je fais. C'est séance par séance. Et souvent, le patient me demande quand est-ce qu'on doit se revoir. Et en général, je demande qu'est-ce que vous en pensez. D'accord, Ouais. OK. Donc, je laisse énormément de pouvoir et de liberté aux patients, sauf si vraiment je vois qu'on n'est pas allé au bout d'un point très important. Ça m'est déjà arrivé de dire un peu plus assertivement, je vous propose qu'on se revoie dans 2 semaines parce que cet aspect-là me semble quand même essentiel. Et puis, je demande toujours, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, Donc, très bien. Merci. Est-ce que tu aurais un conseil pour les patients qui savent tout sur tout? Ah, là aussi, ça va dépendre. C'est un peu la même question tout à l'heure que par rapport à l'avocat. Certainement pas invalidé. Certainement pas. Ça, c'est une règle d'or. En entretien motivationnel, on parle de rouler avec la résistance. Parce que le patient qui sait tout, c'est une forme de résistance. Ça, c'est un aspect. Après, on peut enfin, comment je vais exprimer ça? Il y a des patients qui disent tout savoir, mais on peut leur dire, tiens, mon sentiment, c'est que vous savez déjà pas mal de choses sur le sujet. Est-ce que ça vous dirait qu'on approfondisse un petit peu ensemble? Ok, donc on va lui demander l'autorisation. Il va dire, qu'est-ce que vous savez déjà au fond à propos de ça? Ok, et puis vous pouvez dire, ah ok, donc pour vous c'est plutôt comme ça. Mon expérience avec d'autres patients m'a montré qu'il y a peut-être d'autres pistes à explorer. Donc c'est toujours extrêmement bienveillant et jamais confrontant. Tout à fait. Et voilà, malheureusement, dans notre fort intérieur, on a envie de lui dire mais n'importe quoi, tonton. Ben, évidemment, même si ça se ressent, ou alors si on le dit certainement, mais si ça se ressent, c'est foutu. La relation, elle est coupée. Donc vraiment, c'est important ça de dire, ok, donc pour vous c'est comme ça. Qu'est-ce que vous savez à ce sujet-là? Est-ce que ça vous dirait qu'on aille un petit peu plus loin ensemble? Et voilà, on va jamais confronter. Jamais, jamais, jamais. OK, super, merci. Par rapport à la formation en elle-même, Nathalie demande si tu prévois déjà d'autres dates? Non, là, pour l'instant, ce sont ces dates-là qui sont prévues et il n'y en a pas d'autres qui sont planifiées. Maintenant, très souvent, il y a 1 ou 2 dates qui vont pas et donc il faut savoir que après, pour les participants, la formation elle est enregistrée et qu'ils peuvent regarder le replay avant la journée d'après. Ok. Et alors pour le présentiel, puisque je vois qu'il y a la question, en général, mais j'ai pas mis les dates non plus, donc c'est en Belgique. Dans la région de Wavre que ça se passe et je le fais 1 fois par an et ça démarre en général en octobre et ça finit en décembre.
D'accord, Voilà. super. Je remets éventuellement la petite bannière comme ça, si vous n'avez pas eu le temps, de cliquer dessus pour, découvrir la formation plus en détail, vous pouvez le faire ici maintenant. Une personne aussi nous demandait, comment accéder au replay si vous êtes arrivé en retard ou en cours de route. Vous pouvez tout à fait, accéder au replay, revoir, re-revoir cette, intervention très intéressante de Véronique en vous inscrivant sur Simplicure pour accéder à l'académie et les nombreux, replays. Il me semble qu'on a fait le tour des questions, donc il me reste à te remercier chaleureusement. Avec plaisir. Merci, merci pour l'accueil de Simplicure, comme chaque fois d'ailleurs. Je pense que voilà, ça nous a, ouvert pas mal d'esprits et ouvert des portes. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a la formation complète. Donc un tout grand merci à vous pour votre présence, pour votre écoute, pour vos questions. Je vous souhaite une très bonne après-midi et on se dit à très bientôt.